Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la chasse aux sorcières. J'ai pris comme départ la conférence de Madame Marion Sigaud, qui est une historienne, une auteure aussi de plusieurs livres, qui est, comme beaucoup de gens le répètent, très près de certains cercles catholiques, certains cercles qui veulent un renouveau du catholicisme en France. D'ailleurs, plusieurs de ces textes sont publiés sur leur site. Madame Sigaud est très vite sur la critique des autres, surtout vis-à-vis leurs erreurs, question histoire. Pourtant, dans cette conférence, elle en fait certaines. Je vous invite aussi à aller voir sur sa chaîne une petite mise au point qu'elle fait avec Wikipédia, qui lui refuse le titre d'historienne, bien qu'elle elle-même le refuse à plusieurs gens au cours de la conférence sur l'Inquisition et la chasse aux sorcières. Il y a un point intéressant que je tiens à souligner, c'est celui-ci. Je vais vous expliquer ce qu'il faut en penser, je vous assure que ça vaut le déplacement. J'avoue que cela m'a fait beaucoup réagir et c'est une des raisons qui me pousse à réagir principalement sur cette vidéo. À votre avis, combien y a-t-il d'erreurs dans 1 million de sorcières seront brûlées durant le Moyen-Âge par l'Inquisition? Ben, il y en a 4. C'était pas 1 million, c'était pas que des sorcières, c'était pas au Moyen-Âge et c'était pas l'Inquisition. Voilà. Comme de nombreuses choses que Mme Sigaud va dire au cours de sa conférence, il n'y a rien qui est faux. Cette phrase ne l'est pas plus que les autres. Voilà le problème. C'est que le nombre d'1 million est débattu. Car si on se sur les archives qui existent encore, parce qu'on s'entend, au cours des siècles, certaines archives ont carrément disparu pour toutes sortes de raisons. Si on s'en croit que les archives officielles qui sont ouvertes aux professionnels et non professionnels, la moitié du chiffre d'1 million souvent lancé n'est réel. Pourtant, il faut justement prendre les archives auxquelles on n'a pas accès encore aujourd'hui, celles qui n'existent plus, les personnes qui n'ont jamais eu la chance de faire partie de ces archives-là aussi, et toutes celles qui ont été exécutées dans le plus grand secret aussi. Ça va vite. Ça, c'est comme tous les crimes de nos jours. Il y en a toujours une partie qui sont présumés. Et quand on présume de ces crimes-là, on arrive au chiffre de 1 million. L'on doit aussi prendre dans le chiffre d'1 million en considération les femmes qui ont été décrites comme sorcières à cause de leur connaissance. Il faut dire qu'à une certaine époque, les hommes ont voulu prendre le contrôle de la médecine. Il fallait être médecin tout soudainement pour soigner, alors qu'à une certaine époque, c'était des femmes dans les villages, surtout éloignés, qui agissaient en tant que guérisseuses, médecins. Mais là, comme elles n'avaient pas accès à l'éducation de médecine, on disait qu'elles ne pouvaient pas exercer la guérison. Et bien des femmes ont été condamnées à des peines reliant à la sorcellerie parce qu'elles étaient capables de soigner. Et c'est là que les herbothérapeutes, tout ce qu'on qualifie aujourd'hui de médecine naturelle, a glissé dans l'illégalité parce que c'était condamné de ne pas avoir l'éducation qui était réellement bien inférieure aux connaissances de ces femmes. Il y a même un cas où une femme a été condamnée parce que les gens essayaient de la défendre. Elle était accusée de sorcellerie. Elle était une très très bonne thérapeute avec les herbes. Elle avait vraiment un don pour aider les gens à se guérir. Et elle a été condamnée pour ça. Elle a été condamnée en tant que sorcière parce qu'elle était thérapeute. Mais elle n'a pas été condamnée pour sorcellerie. Elle a été condamnée comme une sorcière. Nuance. Pour ce qui est de l'époque, Mme Sigaud n'a pas tout à fait tort. Par contre, le Moyen-Âge commence au 5e siècle et finit au 15e siècle. Ici, il y a aussi la Renaissance qui commence à la moitié
du 15e siècle et qui va finir au 16e siècle. Ça chevauche un peu. Par contre, la chasse aux sorcières commence après la grande conquête du christianisme de l'Europe. Et c'est là que va commencer les vraies choses. Il y a eu des chasses aux sorcières avant, puisque la sorcellerie a toujours fait peur. Par contre, elle va prendre un point culminant à la fin du Moyen Âge, début Renaissance. Les premières condamnations pour sorcellerie, qui vont mener au bûcher et à d'autres façons d'éliminer les sorcières, ont lieu au Moyen Âge. Parce qu'il dit que des centaines de sorciers ont été brûlés à Toulouse et à Carcassonne, et la première femme a été brûlée vive en 1275, qui a donné lieu à une grande chasse aux sorcières au XIVe siècle dans tout le Midi de la France, et qui a fait des centaines de victimes. Il explique que le premier procès collectif a eu lieu en 1335. Collectif, ça veut dire qu'on va brûler des dizaines de personnes à la fois. Il dit qu'en 1350, 400 personnes ont été brûlées vives à Toulouse, dans l'année, et 200 à Carcassonne, la même année. À la fin du Moyen-Âge, il y a des démons partout, partout, partout. Et la société était imprégnée de magisme. Madame Sigaud le dit elle-même, c'est aux environs du 12e siècle. Elle dit même la date exacte de la première sorcière brûlée. Et vont se perpétuer. Elle va même dire à quel moment, les dates exactes et les endroits exacts où les premières condamnations de masse pour sorcellerie vont avoir lieu. Et c'est au Moyen-Âge. D'ailleurs, le livre qui vont commettre, sur lequel on va s'appuyer pour commettre le plus d'atrocités contre les sorcières, les soi-disant sorcières, va être publié dans les dernières années du Moyen-Âge. D'ailleurs, Madame Sigaud ne s'attardera même pas sur ce livre, qui est Le marteau des sorcières, qui est vraiment une horreur pour toute personne voulant s'appuyer pour faire la chasse aux sorcières. Avec ce genre de livre-là, personne ne peut passer pour innocente, surtout pas une femme. Tout au long de sa conférence, Madame Sigaud va insister sur le fait que l'Église n'a rien à voir avec la chasse aux sorcières. Or, lorsqu'on lit sur le marteau des sorcières, bien qu'on voit certaines anomalies apparaître, reste un document qui est vraiment indéniable. C'est l'Église, le pape en personne, qui a délivré à son auteur sa principale source d'appui pour dire tout ce qu'il dit. C'est le titre que le pape va lui donner de grand inquisiteur. Avec ça, il crée son livre, il le met en en-tête du livre, dans les premières pages du livre, comme référence. Alors voilà, j'ai l'approbation du pape. Et aucune organisation de l'Église n'a jamais mis en doute cela. Il faut attendre l'ère moderne pour mettre en doute le fait que cette autorisation-là appuyait le livre. Il faut mettre aussi en doute les noms seulement à l'ère moderne qui auraient été d'accord. Parce qu'il y a des co-signataires qui ont attesté de la réalité de ce livre. Mais ça, Mme Sigaud ne s'en soucie même pas. D'ailleurs, c'est des recherches modernes qui tentent à démontrer que le marteau des sorcières, bien que largement utilisé, n'était pas en appui à ce que tout le monde croit. Et c'est le glissement de la sorcellerie de la campagne vers les villes. Au début, les femmes sont victimes et avec l'évolution, elles vont devenir bourreaux. C'est le point de vue culminant qu'elle a de la chasse aux sorcières. Au début, c'est contre les femmes, c'est vrai, contre ces paysannes. Et ça finit par les femmes sont les bourreaux. Il y a 80% de femmes victimes de la chasse aux sorcières, mais elle va mettre l'accent sur le 20% d'hommes et d'enfants. Parce qu'il n'y a pas juste dans le 20% des hommes, il y a des enfants aussi. Et elle va mettre un très grand accent aussi sur les exceptions de notables et de prêtres, particulièrement de prêtres.
Effectivement, ces cercles protestataires se retrouvaient en réunion secrète nocturne. Et ils disent, ils faisaient des danses païennes avec des farces satiriques dirigées contre le Seigneur et le prêtre, ce que l'Église aurait appelé la messe noire. Et on découvre ici, grâce à Madame, que la messe noire est une invention de l'Église. Alors, elle explique, les inquisiteurs étaient hostiles à ce culte qui leur semblait voué à Satan. C'est-à-dire que les inquisiteurs auraient refusé de comprendre que c'était un culte à la fertilité et à un dieu remontant au fond des âges. Ici, Madame Sigaud tente de remettre en doute le fait qu'il y ait eu non seulement quelque chose avant le christianisme, mais surtout le fait que les prêtres chrétiens ont toujours eu tendance, et ce jusqu'à la découverte de l'Amérique, que tout ça soit lié à Satan. Si on écoute les vieux discours, qu'on lit la vieille documentation, à partir du moment où le christianisme existe, il y a des accusations de satanisme un peu partout. Tout ce qui ne fait pas partie du christianisme devient vite sataniste, et plus la christianisation avance, et plus les accusations que les cultes autres que le christianisme soient sataniques sont grandes. Donc vous avez deux théories pour expliquer. Vous avez la théorie du culte dianique à la fertilité, ou la théorie de toute façon, la chasse aux sorcières a été la suite de la guerre menée par les autorités ecclésiastiques contre l'Inquisition. Dire qu'il y a deux théories pour parler de la chasse aux sorcières, c'est un peu réducteur, puisque des récentes recherches tentent à démontrer qu'il y avait bel et bien des cercles de magie en Europe pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance, qui avaient réellement des racines beaucoup plus anciennes, dans des cultes beaucoup plus anciens. Dire que c'est dianique, c'est très s'appuyer sur les oui-dire romains. Par contre, il y a des cultes liés à la magie qui avaient lieu dans des circonstances celtes, dans des communautés celtes qui n'ont rien de dianique. Chez les druides aussi, il y avait beaucoup de choses faites par les druides eux-mêmes, mais aussi par leurs adeptes, qui n'étaient pas nécessairement des experts, des sorciers. Mais ils en faisaient aussi des choses à petite échelle. C'est très, très réducteur ce que dit Madame, mais comme elle ne sort pas de sa dimension historique, elle n'est pas une experte en la chasse aux sorcières, comme beaucoup d'autres, mais elle prétend corriger les erreurs des autres. Alors, la femme qui présente comme la sorcière, vous savez, la belle avec les cheveux, la belle femme de 30 ans, eh bien non, il y a eu suffisamment de procès en sorcellerie, les procès ça laisse des traces. La plupart des femmes qui ont été brûlées étaient des vieilles femmes seules, et pas des jeunes belles femmes intégrées dans leur société. C'était plutôt d'ailleurs des veuves que des vieilles filles, c'est-à-dire des femmes qui étaient en position de faiblesse. Et alors, il faut savoir quand même qu'on a brûlé des notables, des ecclésiastiques, des gens importants placés, personne n'y coupait. Et ça, Michelet, il en parle pas. Ici, Madame Sigaud tombe exactement dans le piège qu'elle prétend vouloir annuler, celui qui fait qu'elle se prononce souvent sur les cas d'hommes ayant été condamnés. C'est que, oui, il y a des vieilles femmes qui ont été condamnées parce qu'elles étaient vieilles, parce qu'elles étaient seules, parce qu'elles étaient les victimes parfaites pour aller contre la colère, apaiser la colère des villageois dans le misère. Par contre, elles tombent, comme je dis, très vite dans le piège. Il y a eu toutes sortes de femmes qui ont été condamnées pour sorcellerie. Des jeunes, des vieilles, des femmes éduquées, des femmes non éduquées, des très lettrés comme des personnes, des femmes ayant des maladies mentales aussi. Il y en a eu de toutes sortes. Il y a même des femmes très savantes qui ont été condamnées pour sorcellerie. Et son idée, c'était de défendre les femmes et les paysans de l'ancien temps. C'est-à-dire qu'en fait, Michelet, c'est pas un grand historien, c'est un idéologue. Il décide qu'il faut prendre la défense des femmes, ça se porte bien.
qu'on prétend être la défense des femmes, et des paysans de l'ancien temps. Alors il invente. Et ce qui est... Ici, Mme Sigaud dit qu'il invente. Or, il faut quand même savoir que entre le moment de l'Antiquité et la fin du Moyen Âge, il y a eu une perte énorme de connaissances et le nombre de personnes lettrées a extrêmement diminué. Ça, c'est appuyé par des chiffres chez certaines associations d'athées qui veulent faire éclater la vérité sur les religions monothéistes. Ensuite, ça prend pas une intelligence supérieure pour faire le lien avec aussi la chasse aux sorcières qui a largement diminué les connaissances, particulièrement médicales, particulièrement dans les villages éloignés. Et imaginez-vous que pendant un siècle et demi, une société imaginaire de sorciers n'a pas cessé d'être réinterprétée à la lumière des préoccupations intellectuelles du moment. C'est Norman Cohn, l'historien, qui dit ça. Ces sociétés de sorcières, qui elle prétend sortir de l'imagination de l'auteur, n'est pas de l'imagination de ces auteurs-là. Non, ces premiers fondements de cette histoire-là, qui est tout à fait imaginaire, provient des premières accusations de sorcellerie. C'était toujours en groupe que les sorcières agissaient, jamais seules. C'est l'Église qui a parti ce mythe. Norman Cohn écrit « Il n'y a aucun doute sur ce point. Il n'y a jamais eu de chasse aux sorcières dirigée par des inquisiteurs, ni à Toulouse, ni à Carcassonne. C'est la plus spectaculaire mystification historique connue à ce jour. » Si aux d'autres endroits, à l'époque où elle désigne précisément, il n'y a pas eu en réalité de chasse aux sorcières ecclésiastique, il faut admettre que les personnes qui ont émis les procès en sorcellerie se sont toujours appuyées sur des textes religieux pour faire appliquer les lois contre la sorcellerie. Madame Sigaud pense ensuite à une explication entre l'Inquisition avec un grand et un petit i. L'un étant l'Inquisition telle que nous, on la connaît contre toutes les hérésies, et l'autre étant une procédure judiciaire de laquelle découlent les procès modernes avec l'accusation venant du gouvernement ou des autorités. Elle en parle comme si c'était mieux. Vu comment que ça a commencé, je ne serais pas à mettre ma main à couper là-dessus, mais bon, ça permettait au moins à ce que des accusations contre des grands puissent être déposées, même si c'était encore très, très difficile. Et ça, personne ne le sait. Enfin, si, les historiens le savent. Je pense que Pierre d'Ortillier le sait. Je le vois opiner du chef. Mais l'Inquisition n'a pas poursuivi de sorcières. Hein? On va arrêter avec ça. Bon, l'Inquisition n'a pas accusé de sorcière, n'a pas poursuivi de sorcière. Dans un sens, c'est vrai. Officiellement, l'Inquisition n'a pas donné d'accusation de sorcellerie. Par contre, on n'a pas accès à toutes les archives du Vatican. Ensuite, toutes les procédures qu'utilisaient les inquisiteurs avec un grand I, ceux qui faisaient partie de l'Inquisition de l'Église, ont été utilisés dans les procès de sorcellerie et ils font aussi partie du livre Le marteau des sorcières. Alors qu'est-ce que c'est qu'une hérésie? Qu'est-ce que c'est que l'hérésie? L'Inquisition a fait la chasse aux hérétiques comme l'Empire romain a fait la chasse aux chrétiens. Et elle en arrive à un mythe très tenace chez les chrétiens. Elle va comparer la chasse aux sorcières à la chasse que les Romains ont fait aux premiers chrétiens, qui est totalement un mythe. On sait aujourd'hui de sources très fiables qu'il y a à peine une vingtaine de chrétiens qui ont été exécutés par les Romains. Et c'était pas parce qu'ils étaient chrétiens, ce n'est pas pour en faire des martyrs, ce n'était même pas pour arrêter le christianisme, c'était parce qu'ils développaient des idées qui allaient à l'encontre de ce que l'empereur romain voulait, tout simplement. Aujourd'hui, on accuse bien des mouvements de faire la même chose. Bon, aujourd'hui, ils ne sont pas nécessairement tués partout, mais c'était ça à l'époque. Même, non, il n'y a même pas de preuve que ça l'ait été, même pour un seul
Alors, comparer une situation complètement sortie de l'imagination de prêtre voulant convertir à tout prix à une situation qui a des preuves, je trouve ça culotté pour quelqu'un qui veut faire éclater la vérité. Donc l'Église et la royauté redoutaient les hérétiques et la position de la population lettrée était que le diable présidait à leurs orgies nocturnes. Donc on a fait passer sur les hérétiques ce qu'on fera passer par la suite sur la chasse aux sorcières. Ici, madame va appuyer les faits que ça fait peur, les sorcières font peur à l'élite, tout comme les hérétiques font peur à l'élite. Mais il faut savoir qu'à cette époque, ceux qui font en sorte que l'élite ont le savoir, ce sont les prêtres, ce sont majoritairement des gens proches de l'Église catholique qui vont largement diffuser les mêmes idées. Donc l'Église a plutôt protégé les victimes de ces exactions tout en condamnant les pratiques divinatoires et magiques. Voilà. Ici, Mme Sigaud met en relief un fait assez important qui est assez dérangeant encore aujourd'hui. Il essaie de défendre les gens contre de mauvaises accusations tout en condamnant toujours la même chose. Ça donne lieu à justement la possibilité des exagérations parce que ils refusent de reconnaître que ce n'est pas leur domaine, que ce n'est pas à eux de porter des accusations, même morales, et qu'elles n'ont pas affaire à être physiques, ces accusations. Ça donne encore lieu aujourd'hui à des accusations et à des lynchages. Oui, il y en a encore sur Terre, des condamnations qui mènent à mort des gens accusés de sorcellerie. Donc, les gens faisaient de la magie, mais quand ils faisaient de la magie, ils dominaient les démons qu'ils invoquaient. Faire de la magie, c'est invoquer un démon et lui dire « tu vas faire ça, tu vas faire ça ». À partir de ce moment-là, il est difficile de savoir si Mme Sigaud utilise ses propres définitions ou si elle les a prises quelque part. Elle définit la magie comme l'utilisation de démons. Ça, c'est une définition que l'Église catholique a faite et qui est repris par beaucoup d'organismes chrétiens, juifs ainsi que musulmans. Alors, à un moment donné, c'est pas parce qu'eux autres ont une définition telle de quelque chose que c'est ça en réalité. Il y a une différence entre magie, sorcellerie, satanisme et démonologie. Il y a vraiment des différences et si vous croisez des personnes qui ont touché ces sujets, vous allez comprendre qu'il y en a une sacrée différence. Elle est majeure. Soit dit en passant, sur la démonologie, il y a des universités qui ont des cours spécialisés et des livres très spécialisés sur le sujet. C'est un sujet sérieux et qui étudie la démonologie n'invoque pas nécessairement les démons. À la fin de la vidéo, Mme Sigaud aborde enfin le sujet de la fin de la chasse aux sorcières. Une belle conclusion. Elle y explique comment les grands penseurs ont fini par émerger et réussir à se faire entendre, à dénouer les fils de ce qui avait monté la grande chasse aux sorcières. Enfin, ils ont réussi à faire admettre à la papauté que la maladie mentale existait. Ils ont réussi à faire admettre à des grands juristes que la cupidité avait fait condamner des femmes totalement innocentes pour leur prendre leurs biens. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça finit par arriver. Et ce sont des laïcs qui ont fini par crier assez fort pour que même le roi de France interdise les procès pour sorcellerie. L'édit de 1682, 10 ans après, a défini la sorcellerie comme l'exploitation de l'ignorance. Elle prend cet édit comme si c'était une fin en soi. Comme si la sorcellerie était à elle seule l'ignorance, alors qu'à une certaine période, elle a contribué à garder bien des connaissances. C'est encore là une accusation très chrétienne contre la sorcellerie,
contre ce qu'elle considère comme démoniaque. Voilà comment ça s'est terminé. La fausse sorcellerie est devenue un trouble à l'ordre public, une exploitation de la crédulité passible de l'internement. Cet édit va avoir quand même un effet positif, c'est que ils vont devoir prendre en considération les connaissances et non pas simplement les accusations bornées à dire que ce sont des sorcières. Ils vont devoir démontrer que leur connaissance n'est que superstition, ce qui va mener à une amélioration des connaissances. Malheureusement, ça continue d'avoir un effet pervers, car on considère la sorcellerie comme une simple fumisterie, la magie comme de superstition, alors que ça se base sur des croyances que des personnes ont, qui sont tout à fait aussi sérieuses que celles que véhiculent les personnes qui accusaient à l'époque les gens de sorcellerie. Je vous invite à quand même aller regarder les conférences de Madame Sicou. Elles sont très intéressantes. Faites-vous une idée par vous-même. Elle dit rarement des faussetés. Par contre, elle n'a pas la science infuse, comme tout le monde. Alors, j'espère que ça vous aura plu. C'était Souris Midi. Bonne journée.